Bienvenue à La Poche Gastrique. 2 médecins, une même passion. Accompagner les personnes qui envisagent ou vivent avec une chirurgie bariatrique. Ici, on parle de science, de santé, de réalité humaine. Avant, pendant et longtemps après l'opération. J'en profite pour remercier nos invités de la saison numéro 1. J'en profite aussi pour remercier nos futurs invités numéro 2 qui vont participer. Et surtout, il faut absolument remercier notre principal commanditaire, Johnson & Johnson MedTech. Bienvenue à La Poche Gastrique. Salut Alex. Salut Pierre. Bonne année 2026. Et bonne année à toi aussi. Écoute, on souhaite encore une année remplie de succès avec le podcast. On dit ça? Oui, c'est clair. J'espère juste que ça va continuer d'être un peu dans la même lignée, aussi populaire. Merci à tout le monde de le suivre. Ça dépasse encore mes attentes pour 2025. Tout à fait. Honnêtement, c'est la quantité de patients qui nous écoutent, je pense, qui nous motive à continuer parce que... Ouais, rendu là, je pense que c'est ça. Ben, c'est parce qu'on a les horaires un petit peu compliqués comme d'habitude. Fait qu'il faut qu'on se trouve du temps. Écoute, comme on essaie de faire, on sort toujours un peu de notre zone de confort. Je pense qu'encore aujourd'hui, on va sortir de la zone de confort. Ouais, vas-y. On y va? Ouais. Alors, on a une invitée aujourd'hui. Bonjour Karine. Bonjour. Enchanté. Alors, comme on fait tous nos invités, je vais te demander de te présenter carrière, formation, ton travail. Qu'est-ce que tu fais? Oui, je suis Karine Gagnon-Gervais. Je suis gynécologue à l'hôpital Pierre-Boucher. Je travaille avec Alexandre depuis quelques années. Dans le fond, j'ai une formation à l'Université de Montréal, formation en gynéco général. J'ai un petit dada en fertilité, puis j'ai commencé à travailler à l'hôpital Pierre-Boucher. Donc, j'ai une pratique assez générale, obstétrique, gynéco. En gynéco, tu as un volet plus médical, un volet plus chirurgical. Puis, bon, c'est sûr que des patientes avec surpoids, on en a beaucoup. Là. On en suit beaucoup de la fertilité, l'adolescence, jusqu'à la femme âgée, là, finalement. Là. Donc, on en voit souvent. Puis, on s'entend que dans ta pratique, toi, Alex, quoi ton pourcentage, tu penses? Écoute, là, je m'excuse à tous les gars qui me suivent, puis tous nos patients qu'on opère, mais on s'entend que le 3/4 de la clientèle, c'est des femmes. Fait que, en jasant avec Karine un petit peu, en travaillant à l'hôpital, j'ai posé un petit peu la question, j'ai tendu une perche. Parce que je trouvais que ça faisait du sens de peut-être faire un épisode pour parler des relations entre, dans le fond, l'obésité comme maladie chronique puis la santé de la femme. C'est quand même assez pertinent dans la clientèle de chirurgie métabolique. Donc, j'ai lancé l'idée, puis je pense que tu trouverais que c'est une bonne idée. Puis Karine a embarqué. Ouais. Merci d'être là. Merci, c'est vraiment un gros merci. Parce que, tu sais, moi, le chiffre, tu sais, on fait quand même plusieurs publications. Nous autres, on est 82 %, c'est des femmes. Ça, c'est 82. Moi, j'ai eyeballé en te le disant. Là, mais écoute, j'étais à peu près dessus. À peu près, mais tu sais, honnêtement, je ne sais plus comment on a fait des papiers à date dans la littérature. Plus que le 3/4, tu sais, c'est fou. Ah, ouais. Comment vous l'expliquez qu'il y a autant majoritairement de femmes? Ça dépend. Tu veux-tu avoir de la philosophie à Saint-Saëns ou de la... Moi, je le dis, honnêtement, je rigole, mais je le dis souvent aux patients, hommes, les hommes se font souvent pousser par leur médecin pour arriver dans le bureau. La majeure partie du temps. C'est pas grave. On s'entend, c'est de la psychopop, là. Ouais. Mais de l'autre côté, puis je vois aussi l'âge des hommes, je les vois plus âgés, justement, parce qu'ils ont un bagage de diabète, haute pression, problèmes articulaires. Tu sais, ils les emmagasinent. Et mon opinion à moi, l'image corporelle chez les hommes, ils s'acceptent plus, je crois. Alors que la femme vient beaucoup plus précocement, avec moins de maladies comorbides. On voit des patientes beaucoup plus jeunes. Mais à l'inverse, pas le bon mot, mais on se fait confronter justement à des problèmes de femmes. on est des chirurgiens généraux bariatriques. Puis on me pose, il te pose aussi sûrement des questions, toi. Mais tu sais, comme on se fait toujours parler de reconstruction. Je te donne un exemple. Okay? Ouais. Là, je dis pas que c'est un problème féminin. Là. Puis là, on veut pas juste dire homme-femme, puis on en a des personnes qui font partie de la communauté LGBTQ, qu'on opère, tout ça. Puis là, on parle vraiment de généralité. Là. On veut pas faire... tu sais, je voudrais pas qu'on ait l'air un peu vieux jeu, tout ça, mais sérieusement, la clientèle, c'est beaucoup des femmes. Ouais. Je pense que la perception de l'image corporelle, elle est plus présente dans notre clientèle féminine. Puis ça pourrait être vrai chez certains hommes. Des jeunes hommes qui viennent nous voir, des fois, c'est aussi à cause d'un problème de perception corporelle où ils expriment leur désir, qu'ils ont un malaise dans leur corps. Mais avoue que dans le bureau, quand tu demandes aux patients, aux patientes pourquoi ils veulent se faire opérer... C'est l'esthétique. Ben, c'est pas l'esthétique, mais on se fait souvent parler du malaise dans le corps par des femmes, puis j'imagine que c'est la même chose pour toi, alors que, typiquement, on va avoir, mettons, des hommes un peu plus élevés, puis on en a des un peu plus âgés, des femmes aussi un peu plus âgées, mais ils viennent nous voir parce qu'ils se sont fait dire que là, leur diabète est mal contrôlé, puis là, ils ont... Tu comprends? Fait que c'est un peu ça. Puis au travers de ça, ben c'est ça, je ne veux pas que la quantité de femmes
qui viennent nous voir, on se fait poser beaucoup de questions de femmes Oui. et que je peux dire que j'ai pas les compétences, de répondre. Toi, c'est quoi les questions qui te posent le plus souvent en préopératoire? On commence par, comme d'habitude, pré-op. C'est quoi qui te pose comme question? Écoute, les questions, moi, ce qui revient le plus souvent, c'est les craintes par rapport au changement corporel. Ça revient beaucoup. Là, est-ce que la peau va pendre? On en a parlé dans nos épisodes de reconstruction. Fait que ça, c'est des considérations qu'on voit. On les voit aussi chez des gars, mais ça, c'est fréquent. Souvent, on voit des patientes avec des problèmes de fertilité. Oui, moi, c'est là où je voulais aller parce que tu comprends. Parce que, justement... Le problème de fertilité, parlons un petit peu de l'évolution. Là, je ne sais pas comment toi, tu vois ça. Bien, c'est sûr que les problèmes de fertilité chez la patiente qui a un surpoids, c'est vraiment important. Ils ont souvent, la majorité du temps, le syndrome des ovaires polykystiques. Syndrome des ovaires polykystiques, en gros, c'est vraiment un désordre hormonal. C'est des patientes qui ont des cycles très irréguliers, qui vont même des fois être des années sans être menstruées ou être menstruées de façon très, très, très irrégulière. Puis souvent des problèmes de menstruation beaucoup plus abondantes. Puis on le voit des fois juste une perte de poids, 5 à 10 %. Puis là, on le voit, là, les patientes, là, ils perdent du poids, puis on les revoit 6 mois, 1 an plus tard. Le cycle redevient régulier. Il y a ovule à tous les mois. Donc... Fait que c'est sûr que le syndrome des ovaires polykystiques, c'est vraiment fréquent, là. Qu'est-ce qu'on fait comme gynécologue pour faire le diagnostic? Exemple. Patiente arrive, c'est une jeune patiente, je mets 22 ans. Cycle irrégulier. Cycle irrégulier, puis c'est le médecin de famille qui vous l'envoie à cause de ça ou... Ben, ça dépend. La plupart du temps, effectivement, c'est une consultation par le médecin de famille. On va faire une échographie puis un bilan sanguin. Le diagnostic, dans le fond, c'est 2 critères sur 3. Dans le fond, les 3 critères, dans le fond, un cycle irrégulier, donc un cycle souvent anovulatoire où des fois, il y a ovule, des fois, il y a ovule pas. Vraiment un cycle irrégulier. Des androgènes en hyperandrogénisme, donc plus d'androgènes, soit cliniquement, plus de poils au niveau du visage, au niveau de l'abdomen, la poitrine, soit au niveau des prises de sang, plus d'acné. Fait que souvent, ça, c'est ce qu'on a. Ça s'associe aux sécrétions hormonales des tissus adipeux dans ma compréhension des choses. Dans le fond, c'est qu'il y a plus d'androgènes. Puis, dans le fond, quand il y a du tissu adipeux là, en excès, du gras, c'est ça. Dans le fond, il y a l'aromatase qui est comme une enzyme qui va convertir les androgènes en estrogènes. Fait qu'en gros, ces patientes-là ont beaucoup plus d'estrogènes, beaucoup plus d'androgènes, ce qui fait qu'ils ont des cycles vraiment tout irréguliers, là. Puis... c'est pour ça que ça va de l'aménorrhée jusqu'aux menstruations abondantes ou tout le cycle entre les deux. C'est ça. C'est vraiment c'est bon. Moi, je pensais que c'était juste l'aménorrhée. Donc, on peut avoir l'inverse. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'anémie dans notre clientèle. T'en as pas beaucoup des patients, justement? Je n'ai à la tonne. On passe notre temps à vous en envoyer pour des nouvelles. Je n'ai à la tonne. Ils ont des cycles. En plus, quand on a un cycle anovulatoire, c'est que dans le fond, dans le cycle menstruel normal, d'habitude, il y a de l'estrogène, on ovule, il y a de la progestérone. Fait qu'il y a un équilibre entre les deux. Mais une patiente qui ovule jamais, elle est tout le temps en oestrogène, full oestrogène. Puis, tu sais, l'estrogène, moi, souvent, comment je l'explique aux patientes, c'est comme des briques sur un mur, puis la progestérone, c'est le coulis entre les briques. Okay, c'est bon. Ce qui fait qu'on a besoin d'avoir les deux. Quelqu'un qui a juste tout le temps de l'estrogène, l'endomètre, dans le fond, la petite couche dans l'utérus devient complètement anarchique, c'est le chaos, tout s'écroule, il saigne, il saigne tellement de façon irrégulière, des fois, il tombe en hémorragie. Fait qu'on les voit souvent, effectivement, en anémie, souvent des consultations préopératoires. Ils ont souvent dû faire préop, des histoires d'anémie, puis là, on se demande, qu'est-ce qu'on devrait faire comme chirurgie et tout ça. Puis... Tu comprends, j'aime pas beaucoup faire des bypass chez ces patientes-là. Non, mais là, souvent, nous, on les voit en consultation, en préop, pour régler leurs problèmes d'anémie, pour corriger leur problème de menstruation, corriger l'anémie. Ça, c'est dans le protocole ou bien c'est nous autres qui vous les envoie après, dépendamment, mais... Mais on va revenir aux 3 critères. Je n'ai entendu 2, il m'en manque un. C'est ça, oui. On s'instruit, tu sais, un des rôles primordial du podcast. Nous, on se fait de l'éducation médicale continue. On y est avec ça, mais sérieusement, là, on est rendu... en tout cas, moi, me parler pour moi, mais je pense que tu es d'accord, je suis un meilleur clinicien en bariatrique à cause... De ta vision plus globale. Oui. Des gens qu'on a rencontrés. Oui, exact. Ouais. En tout cas, Fait que, bref, c'est ça, l'hyperandrogénisme, le cycle irrégulier. Puis le 3e critère, c'est au niveau de l'échographie, on voit un aspect vraiment différent au niveau des ovaires. Dans le fond, le terme ovaire polykystique, c'est pas des vrais kystes à l'ovaire, là, c'est pas chirurgical. C'est que quand on fait une échographie, on voit au niveau de l'ovaire que l'ovaire est augmenté de volume. Puis il y a plein de petits follicules, dans le fond, qui est la petite poche qui contient l'ovule. Puis il y en a
vraiment en grande quantité, là, le critère, c'est plus que 12, mais souvent, il peut en avoir 20-25 petits follicules en périphérie de l'ovaire. Fait que c'est une image assez caractéristique qu'on voit à l'échographie. OK. Puis, dans le fond, il faut 2 critères sur 3 pour avoir le diagnostic. Les ovaires polykystiques, c'est très fréquent. Là. C'est jusqu'à 10 des Ça, tu femmes. fais ça au bureau, là. L'échographie, Ou c'est tu une échographie pelvienne. Soit nous, on en fait au bureau, sinon en radiologie. Fait les deux spécialités. Oui. Puis, donc, c'est hyper fréquent. Puis, c'est sûr que la grande majorité des patientes qui ont les ovaires polykystiques, bien, ils ont un surpoids, une obésité là, associée. Là. Parce que ça se peut, un syndrome des ovaires polykystiques avec un poids normal. Ça se peut, effectivement. Mais classiquement, les gens ont un surpoids, un bon point, obésité. Exactement. C'est avec une résistance à l'insuline. Non, mais c'est parce que c'est les mots, hein? C'est Non, les non, mots c'est parce que j'ai un flash qui me passe par la tête, parce que tu sais qu'à pas toutes, mais à la plupart des podcasts, on a toujours une question plus crunchy. Ah, là, tu l'as trouvé? Elle s'en vient, elle vient juste d'arriver. Attends, je vais boire de l'eau, Elle vient juste d'arriver tout de suite en partant. Ça fait quand même longtemps que je fais de la chirurgie bariatrique. On parle justement de patientes en surpoids avec des problèmes d'androgénie, de dysménorrhée, aménorrhée, puis de problèmes de feu. Pourquoi je ne reçois pas beaucoup de consultations des gynécologues? Moi, j'en envoie quand même en consultation. Hein? C'est une bonne... Oui, Karine a Moi, mais peut-être que je suis biaisée parce que je travaille dans un centre qui est de la bariatrique, mais... On en a... Oui, vous avez des gynécologues. J'ai un gynécologue, on a... Tu reçois pas beaucoup de références, ouais. Pas beaucoup, je dirais. Par année, ça doit frôler... ça frôle entre 0 et 1. Wow. Puis c'est le même commentaire que j'ai déjà fait il y a longtemps. J'ai donné longtemps un cours au programme d'endocrinologie à l'Université de Montréal. Puis là, j'étais toujours surpris de dire, dans le temps, là maintenant, ça s'est plus réorienté, mais on n'avait presque pas de consultation. Parce qu'en comparaison, les endocrinologues, ça a pris beaucoup d'années, ça a pris des décennies avant que les endocrinologues intègrent la chirurgie bariatrique dans les algorithmes de traitement du diabète. Ouais. Juste ça, la petite aparté, juste pour te mettre c'est pour ça, c'est ça la parenthèse. Mais là, c'est pour ça que je relance la question que moi j'appelle, on dit crunchy, elle n'est pas compliquée, mais je suis quand même, en entendant ce que tu me dis, je suis juste surpris de ne pas avoir, alors que en orthopédie, je reçois ça toutes les semaines. Mais ils ont des solutions simples non chirurgicales, eux autres. Pour traitement de ça, je me trompe pas? En fait, c'est sûr que la patiente qui a les ovaires polykystiques, par exemple, de 25 ans, là, on va lui poser la question, est-ce qu'elle avait un bébé ou si elle n'a pas de désir de grossesse? C'est sûr que si elle n'a pas de désir de grossesse, nous, on va traiter souvent son traitement hormonal, ses cycles irréguliers, fait qu'on va les mettre sous la pilule, sur le stérilet Mirena, par exemple. Mais c'est sûr que moi, je leur parle de la perte de poids. Puis là, à ce moment-là, si je pense que c'est une patiente qui est candidate, moi, j'ouvre la porte à la Donc, chirurgie. toi, ça fait partie de ton algorithme. C'est sûr que je parle de la perte de poids. Puis là, après ça, tout dépendant de son IMC, tout dépendant de... Là, je pense que j'ouvre la porte. Puis là, il y en a qui disent « Ah oui, ça m'intéresse. » Là, je fais la consultation à ce moment-là. Okay. Mais c'est ça. Fait que, Dans la littérature gynécologique, est-ce qu'il y a des études ou des papiers qui sont publiés par rapport à la relation entre les niveaux d'IMC et les chances, le pourcentage d'avoir le syndrome de l'ovaire polycystique? Comme d'autres exemples dans notre littérature, c'est quasiment logarithmique, le diabète, exemple. Le plus que ton IMC monte, ça fait ça, puis ça monte en flèche. Ah oui. L'hypertension, c'est aussi, est-ce qu'on a la même... C'est toute la même chose. C'est la même chose aussi. C'est le même principe. Même principe. Okay. Fait que puis on le voit, là, presque toutes les patientes avec un surpoids, une obésité, ils ont des problèmes menstruels. Là. C'est vraiment une association. Puis avec la fertilité, c'est que là, il y a plus de risques de fausse couche, plus de risques de difficulté à tomber enceinte parce que s'ils sont anovulatoires, c'est difficile de tomber enceinte. Après ça, quand ils sont enceintes, il y a plus de complications également. Là. Nous autres, on en a parlé souvent quand on fait la chirurgie aux jeunes patientes qui ont des problèmes de fertilité parce qu'ils ne se protègent pas et qu'ils ne tombent pas enceintes. On leur dit faites attention après qu'on les a opérés. Mais je me trompe-tu en disant que pour la portion, mettons, anémie, désordre menstruel, inconfort, toute cette portion-là, vous avez assez de solutions, entre guillemets, médicales, les stérilets, les anovulants, pour que de ce côté-là, mettons, du spectre, c'est pas vraiment exceptionnel que vous ayez à référer. Mais du côté fertilité, par contre, là, on jase. Oui, là. Au point de vue du traitement au niveau de la perte de poids. Là. C'est la phase 2 de ma question crunchy. C'est que, c'est encore là, je peux comprendre que pour la régularité menstruelle, vous avez beaucoup de médications, stérilets, puis d'autres alternatives. Mais quand on est rendu à la fertilité, que tu as un couple, une femme qui veut tomber enceinte, on a de façon flagrante un problème de surpoids, comme je dis, je suis juste surpris
de ne pas avoir Ouais. à peu près jamais de référence comme Ben, ça. J'allais probablement. des médecins de famille. Nous autres, on l'a en Ouais. fertilité. J'allais un Nous médecin. autres, on l'a de votre Ouais. part en Ouais, fertilité. en fertilité. Même qu'on les priorise, les patients. Ah ouais, OK. Quand Cool. il y a un C'est problème de bien fertilité. ça, parce que ouais. le ouais. problème de la fertilité, c'est que souvent, les patientes retardent leur moment où ils ont un bébé, puis on Ouais. les voit à 35, 40 Fait que ans. la Puis grossesse là, est encore plus à risque. ben oui, mais aussi, c'est que la fertilité en soi va diminuer, la réserve ovarienne va diminuer. Donc là, déjà, c'est plus difficile de tomber enceinte à 35, 40 ans. Fait que là, puis il y a un délai après la chirurgie de dire, OK, on fait la chirurgie, il y a un délai avant de tomber enceinte. Fait que si on est rendu à, par exemple, 38 ans, réserve ovarienne diminuée, déjà là, c'est plus difficile de tomber enceinte. Les ovules sont un peu de moins bonne qualité. OK. Fait que là, c'est le délai de dire qu'est-ce qu'on... Ah oui. Si on fait la consulte en non, c'est chirurgie bariatrique, la chirurgie, le pré-op, là, elle va être opérée dans, je ne sais pas, 1 an ou 2, je ne sais pas c'est quoi vos délais. Ouais, Mais là, rendu là, elle ouais. va avoir 40 ans. Là, Ouais. après ça, 1 an plus tard, c'est... Mais nous autres, là, je ne sais plus exactement où on l'avait placé, mais quand on reçoit les demandes de consultation, ils ne sont pas juste traités en ordre chronologique, nous autres. Fait que là, mettons que c'est un diabète mal contrôlé, insulino-dépendant, il ne va pas attendre 2 ans avant de nous voir. Mhm. Mm-hmm. Hypertension intracrânienne, même chose, je me Même chose, pas. même chose. Mais la fertilité, ça fait partie des OK. critères c'est bon. accélérateurs. bien. Tu vois, nous, on n'a pas ça. Non, on l'a Ah pas. ouais. Ben, c'est parce que Parce que tu n'as pas les références. j'ai pas les références. Fait que On c'est en pas a ça. devenu. Ah tu sais, ouais. On n'a pas eu. C'est pas le bon mot, mais tu sais, on n'a pas été forcé pour créer, exemple, une coquille. Tu sais, exemple, tu sais, j'ai fait longtemps, moi, puis mon équipe avec, on fait de la chirurgie pré-greffe. OK? Fait que nous, ça fait longtemps qu'on a parti. Mais tu sais, on a une équipe, là. Tu sais, on est habitué, on le sait. Ouais. Fait que, tu sais, nous autres, c'est la greffe rénale. Puis là, j'ai une équipe de l'Institut de cardio, Dr. White, qui me réfère là, un paquet de patients. C'est parce qu'on a un centre de chirurgie cardiaque aussi chez nous. Fait que, tu sais, la cardio est assez dominante à Sacré-Cœur. Fait qu'on reçoit ce genre de clientèle-là. Fait que, tu sais, ça, nous autres, c'est du normal. T'sais, recevoir ça, c'est comme, oui, c'est la normalité. Mais pour la fertilité. Ah, c'est nice. Parce qu'en plus, quand tu les vois au suivi, ils viennent avec leur bébé dans le bureau. Là, Ouais. Moi, je suis comme. Ouais. Ouais, Puis est-ce que vous pouvez les prioriser un coup qui sont sur la liste d'attente, de dire, OK, elle, le 35 ans. Ouais. C'est ça, je te dis. Ben oui, nous autres, Vous la prioriser autant pour la fait. consulte que pour la liste d'attente? Ouais. Okay. Oui, on le fait pour les greffés. Ouais. Parce que Ouais, c'est le le greffé, matin. déjà en partant, il est pris avec une double attente. OK? Oui. Fait que nous, d'emblée, bien là, il faut dire que les délais d'attente, honnêtement, ils ont beaucoup raccourci, mais même dans le temps, quand j'avais énormément d'attente, j'avais mis un maximum de 6 mois. Il fallait qu'en dans 6 mois, ça soit réglé. Parce qu'après ça, lui ou elle allait tomber sur la liste de greffe. Mais nous autres, là, mettons, on pourrait revenir, il faudrait que je regarde, François, là, mais on a priorisé les patients d'infertilité comme une comorbidité réversible qui est chronologiquement importante à faire. Oui, parce qu'à un certain âge, là, le temps compte beaucoup là, pour la fertilité. Là. Ouais. Que j'ai vu récemment? Ben récemment, Vas-y, relativement récemment. Vas-y. J'ai une patiente qui voulait te donner un rein. Mais elle ne pouvait pas. Ah oui, c'est Donc, 35. on l'a priorisé. C'est 35 d'indice de On l'a musculaire. priorisé, ouais. ouais. Wow. Fait que j'ai fait un bypass. Parce que c'est un critère arbitraire qui existe depuis 25 Avoue que c'est minimum malade, 25 ans. C'était comme, ouais, OK, j'ai mis. Ben oui, que 3, c'est beau, ouais. Anyway. Fait que pour revenir à nos moutons, là, par rapport à la fertilité, c'est quoi, mettons, dans une clinique de fertilité, que ce soit public, privé, whatever, un indice de masse corporelle qui serait, mettons, adéquat pour un traitement? Bien, nous, il n'y a pas de critères. On n'a pas de limite. Ouais. C'est sûr qu'à partir de 30, là, on voit, puis on le voit, là, c'est 30, 35, quand on compare, là, plus de difficultés à tomber enceinte. Même quand on fait des traitements de fertilité, le taux de grossesse est plus faible, le taux d'implantation, le risque de fausse couche est plus élevé. Techniquement, c'est beaucoup plus difficile. Ils ont besoin des plus hautes doses de médicaments pour stimuler, faire la stimulation ovarienne. Quand on est rendu à la ponction d'ovules, bien, souvent les ovaires sont un petit peu plus hauts. C'est plus difficile techniquement d'aller chercher les ovules. Fait que tout est plus compliqué. Donc, tout est plus compliqué. Donc, puis après, bien, c'est la grossesse aussi là, qui est plus à risque. Ça, c'est un chapitre qu'on va ouvrir. Ben non, c'est ça. Mais justement, moi, c'est là que je m'en allais comme question parce que Karine est une chirurgienne, t'es chirurgien. Oublions le fait qu'on opère des patients pour l'obésité. Quand toi puis moi, on opère une patiente ou un patient pour autre chose, un problème d'obésité sévère, ça donne une difficulté. Vous autres, en gynéco, comment que c'est? C'est la même chose. Là, c'est ça. Techniquement, le risque de complications, techniquement, c'est beaucoup plus difficile. C'est sûr que nous, en gynéco, on a quand même des alternatives aussi médicales. Fait que souvent, ces patientes-là, quand on leur explique que leur risque chirurgical est augmenté, bien, on va essayer, quand c'est
c'est pas pour la fertilité, là. On va essayer d'y aller avec justement des stérilets, des médicaments, des injections de à on a cause de plein d'options. l'augmentation du risque chirurgical, tu vas peut-être Oui. moins pousser ton Pour traitement une chez... hystérectomie ou c'est d'autres ça. situations. Ouais. Parce qu'ils ont une alternative, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais si c'est pas l'alternative, c'est ça, t'es fait. Moi, il y a rien qu'une affaire que je pense que peut-être une subtilité chirurgicale qui va intéresser les patientes, puis aussi les patients, parce que ça, je pense que ça concerne les hommes aussi. Quand que nous, on fait de la chirurgie bariatrique, on est un petit peu dans notre zone de confort. On fait de la chirurgie pour l'obésité, mais on se place d'une certaine façon. On travaille plus dans le haut de l'abdomen. Ouais. On a nos petits trucs pour que ça se passe bien relativement facilement. Mais tu sais, entre toi et moi, là, si on se ramasse demain matin avec une résection colique ou une chirurgie générale qui n'est pas bariatrique, on a beaucoup plus de difficultés. Puis là, on peut aller encore plus loin. Quand on se ramasse dans le pelvis, que ce soit un homme ou une femme, c'est beaucoup plus difficile chez les patients qui sont en obésité. Mon collègue, il y a quelques jours, résection du côlon, IMC plus que 60. Non, mais c'est ça. La chirurgie a duré au total 6 heures. C'est ça. Ouais. 6 heures. C'est vraiment beaucoup plus difficile. Vraiment en bariatrique, cling-clang, on est habitué, on fait nos affaires, puis on touche du bois que ça aille bien, là, mais quand toi, tu fais une hystérectomie dans un pelvis avec un IMC à 60, je veux dire... C'est sûr que c'est ça. Le niveau de difficulté augmente. C'est pas juste comme ça va être un petit peu plus difficile. C'est pas la même chirurgie. Non. C'est un autre monde. C'est pour ça que dans ces situations-là, c'est pas rare qu'on va essayer de convaincre les patientes d'aller avec d'autres alternatives. Parce qu'on, quand on a quand même des alternatives, c'est sûr que des fois, on peut pas, là. Des cas de cancer, ces choses-là, on a. Mais quand c'est pour des problèmes, par exemple, de ménorragie, on va vraiment prendre en considération là, les risques. Mais là, je comprends plus la raison de la non-référence, dans le sens que vous avez un échantillon ou échantillonnage d'alternatives selon le problème. Oui. On parle pas du cancer, on parle... Si on sort la fertilité, ben là, si on est en oncologie, ben là, ils n'ont pas le choix d'y aller. En onco, tu n'as pas le choix, mais ça marche pas. Justement, en onco, ils n'attendront pas que le patient se fasse opérer et qu'il maigrisse. Ça va Ouais. En fertilité, on en a parlé, il y a des options. Mais en fertilité, on s'entend-tu pour dire que les résultats sont quand même spectaculaires en post-op? Ah oui, non, c'est ça. Oui, c'est impressionnant. Mais moi, c'est bon, je suis content d'entendre ça, moi. Là. C'est vraiment... En fait, l'objectif à ce moment-là, ça serait plus... L'objectif, ça serait de ces patientes-là, les opérer plus tôt dans leur âge reproductif, là, de la reproduction. Tu sais, si elles se font opérer plus à 25-30 ans versus à 35-40, où là, la fertilité va diminuer pour que quand elles sont prêtes à avoir un bébé, bien là, c'est les conditions sont optimales. Ça fait la musique à tes oreilles. C'est parce que tu le sais, j'ai toujours prôné... Regarde, je le répète toujours, ça fait tellement longtemps que je fais de la chirurgie bariatrique. Quand je présentais un congrès, les gens trouvaient que la formation dans le temps, c'était t'es opéré généralement quand tu es rendu au bout du bout. Okay? Et nous, on s'est mis à opérer, nous étant toute notre équipe, à les opérer là, rapidement, jeunes. J'ai fait des cas pédiatriques rapidement dans ma carrière en me disant, j'attendrai pas. Puis justement, les cycles menstruels, fertilité, on voit l'impact d'attendre. Je suis content d'entendre ça. Ça, pour moi, c'est de la musique à mes oreilles. Ben, c'est ça, parce qu'en plus, il y a un timer naturel. Que tu souffres ou pas de la maladie chronique, il y a un timer naturel. Les ovaires ont une Les limite. ovaires, il y a un début de fonctionnement, puis il y a une fin de fonctionnement. C'est ça. Je ne sais pas comment toi t'approches cette situation-là, mais moi, je suis encore Tu sais, les jeunes patientes qui ont des problèmes de fertilité, j'ai tendance à pousser la sleeve, là, parce que dans le fond, à long terme, je sais qu'il y a peut-être des événements, des regains, des circonstances de vie, une maladie chronique sévère qui fait que j'aime mieux avoir d'autres options. Puis c'est bien sécuritaire de faire un bypass avant une grossesse, j'ai pas de problème avec ça. Une dérivation bilopancréatique aussi, le SADI, tout est correct. Mais j'en ai vu des patientes qu'avec l'utérus qui monte, l'intestin monte, il y a plus d'inconfort, de difficulté à manger avec une anatomie en Y de roue. Puis ça me chicote, ça me fait peur un peu, même si j'ai pas vu de grosses catastrophes encore, peut-être pas assez cheveux blancs, mais j'aime bien le fait que, entre guillemets, la patiente perd 55 de son excès de poids, 25 de son poids total dans ces eaux-là. Bang, on ouvre une fenêtre de fertilité adéquate. Les choses se passent. Souvent, ça peut être bien correct après, mais si jamais il y a d'autres choses à emmener au point de vue chirurgical, on a des options. Moi, je me fais souvent poser cette question-là parce que les jeunes, j'opère beaucoup de jeunes femmes. Puis la question numéro 2... Après, 1, c'est ça va-tu fonctionner? 2, c'est est-ce que je peux tomber enceinte? Ouais. Puis le type d'intervention. C'est vrai que c'est une question fréquente. Hein? Ouais. Moi, c'est... Ils ont la crainte que ça impacte la grossesse. Oui, exactement. Mais c'est une crainte que je considère légitime. Oui, tout à fait. Mais on peut peut-être parler de l'impact de l'obésité sur la grossesse versus l'impact d'avoir une chirurgie bariatrique. Ouais. Toi, comme obstétricienne, là,
c'est quoi les gros obstacles? Parce qu'il doit y avoir la phase... Bon, on a parlé de fertilité, là, mais pendant la grossesse, que ce soit un accouchement naturel ou une césarienne, c'est quoi les impacts dans ta pratique? Bien, si on prend, mettons, si on commence au début de la grossesse, bien, plus de risques de fausse couche, plus de risques à l'échographie, ça soit difficile. Tu sais, souvent, les patientes sont très peu échogènes. Donc, à l'échographie, on voit... Pour l'évaluation du fœtus, c'est vraiment difficile visualiser comme il faut le fœtus. Ça, c'est juste à cause de l'épaisseur de la paroi, pour que tout le monde comprenne. Les ultrasons, ils passent moins bien à travers une grosse épaisseur de paroi. Exactement. Fait que l'image est toujours moins belle. Fait que c'est sûr qu'on pourrait manquer une malformation, là, même si on a des machines quand même assez performantes. Plus de risque de malformation fétale, surtout si les patientes qui ont un diabète pré-grossesse, surtout qui est mal contrôlé. Si on voit un diabète qui est mal contrôlé avec une hémoglobine glycée élevée, beaucoup plus de risques de malformation chez le bébé. D'où l'importance de prescrire l'acide folique. Donc, je ne sais pas si vous en parlez. Une patiente qui serait en âge de procréer, qui désire une grossesse, nous, c'est quelque chose qu'on parle régulièrement, là, les multivitamines. Éducation médicale continue. Non, mais ça c'est fort. Mais moi, je répondrais, il y en a-tu assez dans le Centrum Fort? Parce que nous, on suggère à tout le monde de prendre on suggère les multivitamines prénatales. Mais c'est proche, là. Ça doit être semblable. Mais tu ne prescris pas de l'acide folique sur le côté, là. En fait, je m'assure qu'elle prend une multivitamine prénatale tous les jours. Là, tu es couverte avec l'acide folique. Puis avec ça, c'est correct. Bon. Oui. On devrait être pas oui, ça, c'est correct. Mais vraiment en préconception, ce que souvent les patientes ne savent pas, souvent, ils vont le prendre au test de grossesse positif, ils vont chercher des vitamines. Mais dans les études, c'est vraiment prouvé qu'il y a moins de malformations. Exactement. Fait qu'il y a moins de malformations si on le prend en préconception. Fait que dès qu'on a un désir de grossesse, en fait, toutes les femmes en âge de procréer devraient en prendre parce que 50% des grossesses sont non planifiées, mais 50%? Oui. Aïe, aïe. Donc, fait que c'est important d'y penser. Une patiente qui a un désir de grossesse, de dire est-ce que tu as commencé tes multivitamines? Puis si la patiente tolère mal les multivitamines, on peut aller avec de l'acide folique seul. Pas besoin de prescription, là, juste aller voir le pharmacien, puis il va... Mais pourquoi il y a plus de fausses couches? C'est-tu à cause de ton analogie de la qualité de l'endomètre? En fait, c'est souvent plus associé au syndrome des ovaires polykystiques. Il y a plus de désordre hormonal. La qualité c'est moins des optimal, impacts. c'est ça. Ensuite de ça, c'est sûr qu'il y a beaucoup plus de risques de diabète de grossesse. Diabète de grossesse, oui, c'est ça. Peut être plus élevé chez les patientes, beaucoup plus élevé. Oui, beaucoup plus élevé. On va le tester plus tôt en grossesse. Souvent, c'est des diabètes qu'on détecte au premier trimestre. Donc, c'est probablement un diabète qui était... était déjà présent, mais mal diagnostiqué. Exactement. Beaucoup plus de risques d'hypertension, de préclampsie, qui est une pathologie d'hypertension de fin de grossesse. Souvent, on va prescrire de l'aspirine en prévention pour prévenir la préclampsie chez ces patientes-là. Juste à cause qu'ils sont en surpoids ou... Oui, juste ça. Juste c'est un facteur de risque. Facteur de risque avec un IMC à whatever. Ça, c'est pour un effet placentaire de l'aspirine? Oui, dans le fond, en donnant de l'aspirine en prévention jusqu'à 36 semaines, ça diminue les risques qu'en fin de grossesse, elle développe une préclampsie. Wow. Fait que c'est quelque chose que dès qu'on voit IMC élevé, là, on va le prescrire. On va faire des suivis plus rapprochés. Vu qu'il y a plus de diabète, c'est souvent aussi associé à une macrosomie fétale qui est un bébé de plus gros, là, c'est ça, un gros bébé. Fait qu'ils ont un suivi quand même beaucoup plus rapproché avec des échos de croissance, des suivis à la fin de la grossesse. Il y a plus quand même de risque de mort in utero chez les patientes avec obésité. Ça reste quand même rare comme complication, mais on fait des suivis plus rapprochés. En fin de grossesse, on fait des monitorings du cœur du bébé à chaque semaine, avec même une induction. Là, on discute de l'induction là, autour de 39 semaines. Là, fait que c'est beaucoup plus d'investissement médical au suivi de la grossesse et des risques que ça comporte. Puis, les risques chez le bébé, là, tu sais... Et c'est pas considéré comme... Est-ce que, je vais poser la question, est-ce qu'il y a un IMC qui correspond à une grossesse à risque? Donc, on dit à partir de tel chiffre, là, ça devient automatiquement une grossesse à risque. Bien, tu sais, nous, c'est sûr qu'on regarde l'IMC en début de grossesse, là. Ça fait que c'est sûr qu'à partir de 30, mais tu sais, c'est exponentiel. 30, 35, 40, le risque de diabète est augmenté. Tous les risques sont augmentés proportionnellement. Tu sais, mettons, en haut de 30, on va faire des échos de croissance de routine. Mettons, l'induction, que je parle, quand on déclenche le travail en fin de grossesse, bien, dans nos critères, c'est un IMC en haut de 40 qu'on va proposer de déclencher, parce que là, on considère que le risque de mort in utero est quand même élevé. Fait que là juste pour ma compréhension, je trouve ça super intéressant, encore une fois, j'apprends plein d'affaires, mais fait que c'est un IMC à 20, à 25, à 30, 35, 40, peu importe, dans ça, même si tout va bien, ton suivi va être différent, là.
Ouais. plus tu Même augmentes. s'il n'y a pas de diabète, même s'il y a, tu sais, Parce que vous le savez qu'il y a tellement plus de chances que ça arrive que vous allez adapter, on même va si tout donner de va bien. l'aspirine en prévention, on va faire des échos de croissance qu'on ne ferait pas C'est ça. nécessairement. Non. Ouais. Ouais. Non, non. Nice. Mais Puis- ça fait juste réconforter d'être proactif. Puis le flip Ah side, oui. le flip side, quand tu fais des suivis de grossesse de patientes qui ont subi une chirurgie bariatrique, est-ce qu'il y a-t-il des choses qui te viennent en tête comme étant des trucs positifs, peut-être des trucs négatifs? En fait, c'est sûr que la patiente qui a eu sa chirurgie bariatrique, qui a perdu du poids, son risque est... Tu sais, c'est revenu à un IMC normal, son risque est le même que... Il redevient y a-t-il la plus de normalité. chances d'avoir Exactement, des carences? exactement. Il y a encore plus de La chances seule d'avoir. particularité, c'est ça, c'est la carence au niveau des vitamines. Là. Ouais. Fait que, tu sais, il faut s'assurer qu'ils ont Encore mieux leurs leur vitamines. supplément. Ouais. Des fois, on va donner du fer IV pour ces patientes-là, des fois, au lieu du fer, s'il y a de l'anémie. Fait que, tu sais, on fait une écho de croissance pour vérifier. S'il n'y a pas vraiment de carence nutritionnelle, ça peut être associé à un risque de retard de croissance de bébés plus petits. OK. Mais la plupart du temps, ils ont des bébés de croissance tout à fait normale. C'est juste qu'on rajoute dans le suivi un écho de croissance, tout simplement. Puis, Non, mais c'est quand même intéressant. Fait que si tu as subi une chirurgie bariatrique, tu as quand même un ajustement quand même du suivi de grossesse, même si tu es revenu à un poids entre guillemets, là, je veux dire, un peu plus santé. Ouais. Puis, c'est une légende que la patiente qui est en surpoids va avoir un gros bébé. C'est plus il y a une association claire, là. OK. C'est sûr qu'on fait des échos de croissance à toutes les patientes parce que, tu sais, en général, nous, on fait une hauteur utérine à chaque rendez-vous, mais là, cette patiente-là, sa hauteur utérine est vraiment pas fiable, là. Donc, on fait des échos de croissance, là, 28, 32, 36 semaines. OK. Puis, c'est sûr qu'on a une marge d'erreur là, pour estimer le poids, mais c'est sûr qu'il y a une association entre le poids de la patiente et l'IMC et le poids du bébé, Le poids là, du bébé clairement. qui, Puis aussi beaucoup le gain de poids pondéral, le gain en grossesse, le gain de poids en grossesse. Là. Ça, c'est une autre question que je trouvais un petit peu... Si je veux dire le mot semi-crunchy. Ouais. Bon, moi, je vois souvent des patientes, des fois après l'opération, hein? On en parlait de ça probablement tantôt, là, mais j'ai peur, qui retombent dans un modus operandi où c'est que on va se laisser aller, puis parce que je leur dis, écoutez, si vous n'êtes pas obligé de prendre 50 livres, c'est pas nécessaire par rapport à la grossesse. Là. Ouais. Question simple pour mon éducation médicale, c'est quoi le poids minimum qu'une patiente devrait prendre pour avoir une grossesse sécuritaire? C'est sûr que nous, on se fie à l'IMC en début de grossesse. Là. Mettons un IMC normal, c'est entre 25 et 35 livres à peu près. C'est la normalité. Qui est la normalité. Okay. Une patiente qui est plus IMC bas, on va dire plus que 35. Puis IMC plus élevé, en bas de 25. OK? Mais, fait que, tu sais, par exemple, IMC, mettons 30 et plus, on va viser plus entre 10 et 20 livres. Fait qu'à peu près, moi, souvent, je leur dis, idéalement, max 15 livres pendant la grossesse. Okay. Ouais. Et ça, encore une fois, j'avais aucune idée que c'était comme ça. Incroyable. OK. Mais moi, je vous dirais que les patientes, après une chirurgie bariatrique, ils ont souvent peur de prendre du poids. D'accord. Mon impression, souvent, ils sont plutôt craintives. Tu sais, il ne faut pas non plus tomber dans la culpabilité, là, parce qu'ils sont pesés. Mais puis là, je suis en train de réviser mon cours de gynécologie jadis, il y a longtemps pour les examens, mais je suis content d'entendre les chiffres que tu me donnes aujourd'hui. Parce que ça fait juste conforter. Tu sais, moi, j'avais un chiffre dans ma tête qui était 20-25 livres. Ouais. Ça remonte à longtemps. Je me disais, tu sais... mais t'étais pas champ gauche avec ton 25 livres. Non, mais j'étais pas champ gauche, mais ce que je veux dire, c'était basé sur quoi, tu comprends? Ouais. Tandis que là, elle explique bien que dans un IMC normal, on va être dans le 20-25, puis plus que ton IMC est élevé... On diminue. On diminue. C'est ça que j'aime ça entendre. Tu n'as pas besoin, mettons, tu as un IMC à 40, j'invente ça. Tu es obligé d'aller chercher ton 25 livres, tu comprends? Un gain de poids. Puis, même dans la première partie de la grossesse, ils ne peuvent pas prendre de poids. Hein. Souvent, moi, je les rassure. Des fois, ils sont inquiets. Je dis, j'ai pas pris de poids. Mais première partie de la grossesse, là, c'est vraiment pas grave. Là, okay. Puis après ça, on suit ça tranquillement. Mais des fois, en fin de grossesse aussi, il y a de l'édème. Fait que là, ça, c'est de l'eau. Ils viennent tout enfler. Fait que là, ils culpabilisent parce que là, ils voient sur la balance. C'est de la rétention d'eau. C'est ça. Là, je les rassure en disant que ça, c'est juste de la rétention d'eau. Après la grossesse, ils vont l'uriner. Que c'est faussement élevé. Faussement élevé, là, c'est ça. C'est ça, exactement. Pourquoi c'est dangereux pour le bébé d'être, entre guillemets, macrosome ou d'être un gros bébé comme pour le fœtus? En fait, c'est souvent associé au diabète. Puis, c'est un diabète qui est des fois moins bien contrôlé. C'est comme si le bébé il baigne dans le sucre. Fait que souvent, à la naissance, il fait des hypoglycémies.
Puis à l'accouchement, bien, c'est sûr qu'un gros bébé, ça peut être plus difficile, plus de risque de césarienne. Si c'est un accouchement vaginal, mais des fois, dystocie de l'épaule, ça peut être, le bébé reste un petit peu coincé au niveau de l'épaule, c'est plus difficile à l'accouchement. Fait que c'est Là, ça, s'il y a une césarienne urgente, c'est un petit peu plus long de sortir le bébé, j'imagine. c'est sûr que nous, on le prend en considération parce qu'on sait qu'en moyenne, ça va nous prendre un peu plus de temps à sortir le bébé. Dans les études, c'est à peu près 5 minutes de plus, ce qui ne paraît pas tant que ça, mais en urgence, pour une 5 minutes de césarienne plus, urgente. quand le bébé est en détresse fétale, bien, ça fait une Fait différence. que là, je comprends-tu que des fois, tu vas planifier une césarienne élective pour un bébé macrosome en te disant il y a peut-être plus de chances que ça vire en césarienne urgente ou c'est Bien, pas... pour nos critères de bébé macrosome, ça dépend, là, s'il y a un diabète ou pas. On est quand même assez libéral. Notre critère, c'est 5 kilos sans diabète. Fait que ça, c'est quand même un gros bébé. Puis 4,5, 5 kilos. 5 kilos, C'est du que bébé, là, ça. c'est une césarienne planifiée d'emblée. OK. Mais c'est sûr qu'on va plutôt privilégier souvent une induction. On va déclencher le travail un peu avant, 38, 39 semaines selon la situation. Mais c'est sûr qu'il y a quand même plus de risque de césarienne en travail. Tu sais, que le bébé ne descend pas, ça évolue lentement, c'est un arrêt de progression. Ouais. Puis c'est sûr qu'on va prendre en considération que la chirurgie, ça va être un petit peu plus long sortir le bébé. Fait que si on voit que le petit cœur du bébé commence à faire des petites décélérations, bien, on va malheureusement prendre la décision de la césarienne des fois Plus rapidement. en se disant qu'on ne pourra pas partir en césarienne P1 en urgence, qu'on augmente notre délai. Fait qu'on va prendre en considération. Tu vas là. peut-être te donner un peu moins de temps. C'est ça, on ne va pas étirer l'élastique là, Au max. au max. Là. J'ai aimé son commentaire de le bébé baigne dans le sucre. Je vais t'en conter une bonne. Il y a jadis longtemps, Dr. Marceau père. Il a fait une étude parce que dans le temps, les listes d'attente étaient longues. Tu comprends, on va se faire Connais-tu opérer. des Marceaux en chirurgie Non. bariatrique? Non. C'est à Québec, il y a longtemps, ils sont rendus 3. Là, il y en a un petit peu plus jeune que moi. Ouais, mais c'est une Marceau père, il a inventé une des chirurgies sur la C'est ça. planète. Puis à Québec, ils ont publié des OK. résultats depuis 30 ans. C'est comme C'est la ça. planète bariatrique connaît les Marceaux à Québec. Puis là, C'est le ça. fils Bref, est... il y avait une étude, justement, qui ont regardé tu es en attente de te faire opérer. Je vais dire malheureusement ou heureusement, tu es tombé enceinte. Fait que finalement, la chirurgie était retardée. OK? Versus les patients qui ont été Je sais où tu t'en vas, je l'ai opérés, lu, cette L'as-tu, étude-là. là? Ah ouais, c'est qui ont malade. été ça. opérés Mhm. et ils ont tombé enceintes après. Ah, ouais. Là, ce qu'ils ont fait, ils avaient quand même une bonne cohorte. Ils ont, sur une longue période de temps, ils ont étudié évalué les bébés avant, après, chez la même chez mère. la mère. Ah, ouais. Puis avec Regardez des IMC... qui allait avoir des risques L'évolution du d'obésité. bébé qui est prévenu de la même mère avec Avant. l'obésité morbide, puis le deuxième bébé de la même mère après sa chirurgie bariatrique. Ah, intéressant. Fou, hein? Ah, puis qui va être le plus obèse? Puis là, ça fait combien d'années, cette étude-là? C'est une vieille étude qui date de plus que 20 ans, mais le concept que Dr. Marceau avait pas inventé, mais dans sa tête, ça s'appelle l'imprégnation insulinique. Oui, Donc, ça veut dire qu'une mère qui est en surpoids sévère pendant la il y a grossesse, des chances que plus tard. elle charge le T'es déjà en train de pancréas surstimuler le pancréas Ouais. du fœtus. du fœtus, Ouais. exactement. Puis Alors, ça augmente ton risque de diabète plus tard. c'est ça, Ouais. exactement. C'est fou, Alors, ça hein? s'appelle Ouais. l'imprégnation insulinique. Ouais. Pas pire, hein? Ah ouais. Ouais. Moi, j'avais trouvé ça fantastique. Imagine-tu, il était quand même précurseur. Là, Quand on même, parle à de. d'y penser. Il étudiait ça dans les années 90. 90, parce que tu sais, la dérivation biopancréatique, c'était faite, tu sais, la version Des années 90. 90-92, OK? Fait que c'est dans ces années-là, 95, 94. Incroyable, pareil. Hein, quand Ouais. il y avait l'idée de checker ça dans ces Ah ouais, années-là. c'est ça. Et on s'en allait au Knowski avec ça. Non, mais c'est parce que moi, c'est à cause de Ouais, la piscine, pas la piscine. Mais là, on parlait de le- l'accouchement. Fait que là, on était l'accouchement. OK. Puis Ben, on pour est la rendu- césarienne, on en a parlé aussi. Ouais, ouais. Oui, Donc, la ça césarienne, fait le ben, tour c'est pas mal. plus difficile, effectivement. Il reste-tu plus longtemps à l'hôpital? C'est plus difficile de récupérer d'une césarienne? ou tu peux pas Ben, te oui, comme n'importe quelle chirurgie. Là, ça peut être ça peut être un petit peu plus long. Là, la récupération, plus de risque d'infection de plaies, puis de Parce que tu sais, complications. la césarienne, là. c'est une incision, entre guillemets, c'est une bonne incision par rapport à d'autres grosses incisions dans l'abdomen, mais c'est pas une chirurgie laparoscopique. Là. C'est quand même un petit peu plus Ouais. souffrant que Ouais. juste des petits trous. Hein. Puis les risques thromboemboliques, tu sais, surtout en postpartum. Là. C'est là que je m'en. Ah, ben, Ça, là, T'envoies je de l'avais ça? pas entendu, Oui. mais je voulais la Ouais, ça va. lancer, J'ai comme pas celle-là. pensé à ça. Ouais. hein. Oui, bien, c'est sûr que la grossesse, voyez le plus d'embolie postpartum, c'est pulmonaire, plus risqué. Puis avec ça, c'est un autre facteur de risque, donc l'obésité. Fait que c'est sûr que ces patientes-là, souvent, en post-op, on va leur donner de l'héparine là, en prévention. Là. Question pour toi, Alex. Mhm. Patiente qui dit, docteur Bougie, si jamais on m'appelle avant, non pas avant, pardon, on m'appelle, je suis tombée enceinte, puis combien de temps après vous allez m'opérer? Ouais, moi, je réponds 12 à 18 mois.
Ah, tu veux dire après la Après je pensais combien de temps non. fallait attendre après la chirurgie. Là, non. je réponds 12 à 18 mois. Donc, ouais. Mais là, c'était bon parce que moi, normalement, je dirais 6 mois. Ah, non, mais ça, c'est une bonne affaire. Revenons à ta première réponse. T'es d'accord? Quand je te dis des fois, c'est qu'on est bon. Ouais. Parce Mais que juste 12, pour être clair, moi, ouais. quand on opère les patients, on 12. suggère aux patients d'attendre au moins 1 an avant de tomber enceinte. Ouais. Puis stabilisation complète dans ma tête à moi, c'est peut-être même 1 an et demi, 18 mois. Fait que souvent, ma réponse, je dis attendez entre 12 et 18 mois. Okay. C'est sûr que s'il y a des problèmes de fertilité, on peut jaser, mais souvent, c'est ce que j'explique. Là, toi, ta question, c'était combien de temps après avoir accouché, je serais prête à faire une chirurgie bariatrique? Spontanément, moi, je répondais 6 mois, mais c'était pour aucune des bonnes raisons qu'on discutait tantôt. Oui, non, c'est ça. Parce que je te le dis, on a fait une étude, on a fait une révision de la littérature par rapport à ça, parce qu'on n'avait pas d'indice, parce que justement, j'ai été confronté, comme je t'ai dit, une patiente qui avait accouché. Puis honnêtement, je pense qu'on l'avait opéré trop rapidement par rapport à son accouchement. Puis comme je te disais tantôt, c'était pas des veines, c'était des boyaux qui se mettent d'arrosage. Puis là, on s'est dit, OK. Fait que là, il y a un impact sur la modification des vaisseaux à l'intérieur pendant la grossesse. Ah oui, bien, c'est sûr qu'il y a tellement de modifications là, partout là, avec les hormones de grossesse. Puis très tôt en grossesse, on voit des changements. Puis ben, c'est sûr que les vaisseaux, ben, c'est sûr qu'en péripartum, c'est pire, là, mais juste les vaisseaux utérins d'un utérus, là, c'est énorme. Là, c'est tellement vascularisé. Le débit cardiaque change. Tous les changements physiologiques de la grossesse, c'est quand même important. Là. Au niveau de l'utérus, je pouvais le comprendre, mais ailleurs, mais toi, c'était dans un contexte, c'était pas une cirrhose, là. Non, c'était pas une cirrhose, justement. C'est ça l'affaire. Ce qui est arrivé, c'est que, bon, on s'entend qu'a priori, une patiente qui, je vais dire ça comme ça, qui je suis pas une femme, là, puis j'ai pas accouché, mais je présume que si tu viens d'avoir un enfant, tu n'as pas tellement le goût de te faire opérer à bref échéance pour une chirurgie bariatrique. C'est bon? Mais tu sais, dans le sens que on s'était jamais posé cette question-là, Alex. Tu comprends? Là, c'est cette fois-là, de ce cas-là, c'était la première fois que j'avais une patiente avec un délai, je vais dire, qui m'apparaissait court. OK? Puis c'est quand on est arrivé pendant la procédure chirurgicale qu'on a fait Oh my God! On s'est rendu compte que tous les vaisseaux périgastriques étaient épais. Puis c'est à ce moment-là qu'avec mon fellow, on s'est dit on va faire une révision de la littérature. C'est là qu'on s'est mis à mais tu n'étais pas le seul à avoir cette impression-là. Là. Non, mais il y avait eu la publication, mais c'est pas. Parce qu'il y a un truc hyper fréquent qu'on fait en chirurgie générale, c'est des cholécystectomies. Là. On enlève des vésicules biliaires. Oui, en postpartum, ça vous arrive quand même souvent. Mais tu as juste une veine à couper. Une artère. L'artère, elle va grossir un petit peu, elle va passer de 3 mm à 4. Je vais mettre le laparoscope du côté de l'estomac juste pour voir. Ben, il va voir ça pour le fun. Non, mais je veux dire, il va jamais dans l'ombilic. Il va voir, Alex. Moi, les vaisseaux courts, je te jure. Moi, en postpartum pour la vésicule, 1 mois, je vais. Là. Non, mais ça, je peux le comprendre. Okay? Mais pour la bariatrique, j'avoue que je dis 6 mois, moi. Mais dans ma tête à moi, je dis 6 mois à cause que je ne voulais pas embourber un début de s'occuper d'un nouveau-né. Oui, je trouvais ça vraiment. Fait que c'est ça que dans ma tête à moi, c'était comme too much. Mais là, il y a un élément anatomique. Moi, les patientes, honnêtement, c'est ni moi ni toi qui appelle la patiente pour vous dire bonjour, madame, on va vous céduler. On s'entend, c'est l'équipe de programmation. Fait que moi, sans jamais m'en rendre compte, il n'y avait jamais une patiente qui acceptait de se faire opérer dans un délai. On n'avait jamais mis de restriction. Si tu y penses, ou tu me le montreras, je vais le lire. Ouais. On s'était jamais mis une limite, Alex, parce que ça n'arrivait jamais. Il n'y a pas une femme qui vient d'accoucher qui a le goût de se faire opérer en chirurgie bariatrique. Elle n'est pas en cholécystite couchée à l'urgence. Là. C'est pas pareil. Là, c'est une chirurgie élective. C'est juste, comme je te dis, celle-là, on a fait un case report, on a fait une révision de la littérature, on s'est fait comme OK, wow, OK, on vient de réaliser quelque chose qu'on n'avait jamais réalisé. Est-ce qu'elle a eu une complication ou finalement non, rien. C'est juste que techniquement, c'était plus difficile, puis on est resté surpris, puis on s'est dit, why not? Puis finalement, dans la littérature, il n'y avait pas tellement de cas de case report. C'est bon d'avoir fait. Il y avait un peu de littérature par rapport à ça. Ça nous a juste fait prendre conscience, pardon. Parce qu'on opère beaucoup quand même des cirrhoses compensées, là, du child A compensé, peut-être des fois B dans certaines situations, pas d'hypertension portale. Mais tu le vois, là, le foie est plus difficile à déplacer, il est plus cicatrisé, puis les veines périgastriques sont plus grosses. Quand il y a franchement l'hypertension portale, je ne sais pas toi ce que tu fais exactement, mais le risque chirurgical est beaucoup plus élevé. C'est pas un cancer. Fait que là, si tu te ramasses dans un segment qui n'a pas de bon sens, puis sortir une rate, c'est con. Tu es toujours un peu plus inconfortable, on va dire ça comme ça. Là. Fait que tu le fais, mais... Non, mais c'est ça. On le fait parce que on veut aider le patient, mais chirurgicalement, c'est ça. Mais mettons qu'on revient là, à cet aspect-là. Toi, donc, ça te définit 6 mois. On a défini 6 mois
par expérience, puis après ça, revision de littérature. Mais si tu me demandes ce serait quoi l'idéal, je te dirais, je le repousserais même à 9 mois. Parce que en revisant la littérature, par rapport à ce que tu disais tantôt, l'effet hormonal sur la vascularisation amène une dilatation. Mais c'est pas juste les vaisseaux de... C'est ça qu'on a réalisé dans la révision de la littérature, c'est pas juste sur l'utérus. C'est tous les gros vaisseaux. La veine mésentérique, la veine splénique, les vaisseaux courts, tu sais, tout le pourtour. Mais le flip side positif de ça serait quand même, puis je sais pas toi si tu as la même impression dans ta pratique, mais une femme qui a déjà été enceinte a souvent plus d'espace laparoscopique de par une certaine laxité de la paroi abdominale. Ça nous aide au moins en chirurgie invasive. Mais c'est intéressant. Maintenant, honnêtement, on se débrouille avec l'espace qui est disponible. Ce que tu veux pas, souvent les patients nous posent la question, qu'est-ce qu'on va avoir comme complication? Ben, on espère en avoir le moins possible. Mais en aigu, tu ne veux pas avoir de segments. Fait que c'est sûr qu'un gros vaisseau, t'aimes moins ça le voir devant toi quand t'opères. As-tu de la misère des fois à faire des césariennes sur des abdominoplasties? C'est dur pour toi? Ou? Non, habituellement, ça va bien. C'est pas, non. Vu que tu es dans le bas du ventre, t'es déjà là, c'est correct. Non, c'est pas problématique. Des patients qui ont déjà eu une abdominoplastie. Un petit peu d'adhérence, mais en général, c'est quand même bien. Dans la paroscopie, on a un petit peu moins d'espace, mais OK, tant mieux pour toi. Puis moi, je voulais juste, je ne sais pas si vous êtes d'accord, parce que là, on a quand même parlé pas mal du chunk du sujet, puis ça fait 45 minutes, mais moi, dans ma compréhension des choses, l'obésité, c'est un facteur de risque franc pour plein de cancers, pardon. Mais ce qu'on voit beaucoup chez la femme, c'est l'augmentation du cancer de l'utérus si on a vécu longtemps avec l'obésité. Puis j'avais déjà vu passer un papier à un moment donné dans la littérature qui démontrait que les femmes qui souffraient d'obésité étaient moins référées, par exemple, pour leur pap test ou pour des biopsies de l'endomètre en cas de saignement post-ménopause, right, qui sont des symptômes d'alarme pour... Fait que les patientes qui ont souffert d'obésité pendant une portion significative de leur vie ou qui souffrent d'obésité, qui sont ménopausées et qui recommencent à saigner, c'est pas normal, il faut consulter. Non, ça, c'est pas normal. Un segment post-ménopausique, c'est pas nécessairement grave, mais il faut toujours consulter puis investiguer. Parce que ça peut être le premier signe d'un cancer de l'utérus. Exactement. Puis c'est sûr que le premier facteur de risque pour le cancer de l'endomètre, qui est en fait, l'endomètre, c'est la petite couche dans l'utérus. Là. Dans le fond, le cancer de l'utérus, il y en a deux. Le cancer du col qui est dû au virus du papillon humain, puis le cancer de l'endomètre qui est plus relié là, justement au facteur de risque de l'obésité. Fait qu'une personne qui a une historique d'obésité, une personne qui a eu des cycles pendant des années très irrégulières, elle a été anovulatoire pendant des années. Tu sais, comme tantôt, l'estrogène, la progestérone, elle a été avec plein d'estrogène sans progestérone pendant des années. Son risque de cancer de l'endomètre est vraiment plus élevé, là. Donc, c'est sûr que tout saignement anormal, 40 ans et plus avec un saignement anormal, on fait des biopsies de l'endomètre comme consultation. Puis même avant 40 ans, s'il y a des facteurs de risque. C'est une référence en spécialité, on s'entend. C'est pas un pap test dans un cabinet de pap test, ça, c'est juste pour le cancer du col. C'est pour ça que je veux clarifier, là. parce qu'on s'adresse aux patients, parce que tu l'as bien dit. Puis là, je voulais qu'on fasse la différence. Fait que le cancer du col de l'utérus, tout ce qui est pap test, qui va être remplacé par les prises de sang, ou en tout cas qui est en train d'être remplacé. C'est le test VPH là, qui est en train d'être virus changé. papillome humain, ça, c'est pas relié à l'obésité. C'est pas relié à l'obésité. On est content de ça, mais tout ce qui est saignement anormal. Cancer de l'endomètre, les symptômes, c'est ça. Saignement anormal, saignement post-ménopausique. Donc, après la ménopause, un saignement, c'est pas normal. Des menstruations vraiment abondantes, très abondantes, bien, ça prend une biopsie de l'endomètre. Fait que tu ne te casses pas la tête. Toi, tu les vois rapidement, puis tout le monde... On fait première consultation, dès qu'il y a des facteurs de risque. Biopsie d'endomètre, on y va très fréquemment. Puis on en trouve là, chez des patientes jeunes, là, dans la trentaine. Ayez pas peur, parce que la biopsie de l'endomètre, c'est pas nécessairement agréable à se faire dans ma compréhension des choses, mais un cancer de l'endomètre qui est pris tôt, c'est un cancer qui a un bon pronostic. Effectivement, oui. Fait que là, il y a un pronostic vital. Fait que c'est comme un petit inconfort sur un examen qui n'est pas particulièrement fun à faire, mais c'est pas la fin du monde non plus. Puis en même temps, on peut le détecter, puis le traiter. Et toi, c'est une excellente question que tu as posée, parce que dans nos idées futures de podcast, il va falloir qu'on parle à un moment donné des risques de cancer, mais à large, là, tu vois, c'est très... Parce que tu vois, le Rosenthal, que tu connais, qui est un grand chirurgien, qui a une grande renommée internationale. Non, il est américain. Rosenthal, excuse. Fait que, tu sais, lui, c'est son dada maintenant. Là. Tous les congrès, il va présenter les statistiques, les courbes de morbidité, mortalité. Là, on a vraiment des courbes sur le long terme, voir qu'est-ce qui se passe sur chacun des cancers. Ouais. Et justement, cancer de l'endomètre. C'est super intéressant, ce bout-là, parce qu'on peut peut-être ouvrir là-dessus, mais
on se fait tout le temps tasser par les cancers en chirurgie bariatrique. Puis, sure, fair enough, c'est correct. Puis, il n'y a pas de problème avec ça. Je ne déchirerai pas ma chemise. Mais on réduit la mortalité par cancer de 30 % en faisant de la chirurgie bariatrique. On va garder ça, Alex, parce qu'il ne faut pas... On regarde ça pour un autre podcast. Non, mais écoute, honnêtement, Karine, vraiment, c'était excellent. Je me rappelais sur mes bancs d'école en gynécologie, c'était excellent. Non, mais encore une fois, on a passé plein de trucs super pertinents. J'espère que les patients, vous allez apprécier, honnêtement, parce que c'est tellement complexe, mais en même temps, c'est relativement simple si on s'y attarde. Puis de consulter au bon moment, ça peut faire une grosse différence dans outcome, autant en fertilité que en oncologie. Là, excellent. Écoute, Karine, merci beaucoup encore. Ça m'a fait plaisir. Je sais que ça va être, comme disait Alex, très instructif. Puis on se revoit à la prochaine. À la prochaine. Salut. Ce balado est disponible sur toutes les plateformes audio et suivez-nous sur notre chaîne YouTube et Facebook.